de droit de scolarité ce matin tellement. On a déjà oublié, ça fait longtemps qu'on ne parle plus de ça. Mais là, quand les gens en sont à désobéir à la loi, que certains leaders encouragent la désobéissance civile, là, c'est la démocratie qui est en danger, non? Je ne veux pas exagérer les choses, je ne veux pas faire prendre panique aux gens. Mais là, moi, c'est du jamais vu, ça, non? Aux dernières nouvelles, effectivement, c'est du jamais vu. Je vous dirais que oui, c'est un accroc possiblement à la démocratie, mais je dirais surtout à l'État de droit. Bon, plus qu'une loi doit être nécessairement respectée, cela dit, la loi en question comporte des accrocs majeurs d'un point de vue droit public, d'un point de vue droit civil, et il ne serait pas surprenant et même souhaitable, à mon sens, que cette loi-là soit contestée devant les tribunaux. En fait, c'est la seule façon de procéder à cette étape-ci. Bon, on va regarder tout ça, mais auparavant, il faut dire que la police de Montréal ne l'a pas vraiment appliquée encore. Elle a été appliquée à Sherbrooke lors d'une manifestation en fin de semaine. Mais à Montréal, elle n'est pas appliquée encore. Comment ça se fait qu'elle n'est pas appliquée encore? Bien, ce que j'ai compris, c'est que la direction du SPVM a voulu se donner un certain délai pour pouvoir ordonner certaines directives à ses policiers. Parce que vous comprenez que c'est une loi qui est assez exceptionnelle à plusieurs niveaux, là. Et donc, à ce niveau-là, j'ai comme l'impression qu'on a voulu encadrer de la meilleure façon possible son application. C'est pas un désaveu de la loi nécessairement, mais la police veut se donner le temps de l'appliquer comme il faut, enfin de l'appliquer telle qu'elle est. Bien, cette loi-là, actuellement, comporte, comme j'explique, des accros majeurs. Et qui dit accros majeur dans une loi, d'un point de vue liberté publique, dit nécessairement dérapage potentiel. Et c'est là qu'on en est ici, là. Alors, nécessairement, je crois que le SPVM a été sage de se donner quelques jours d'analyse de la loi en question pour pouvoir procéder à une application plus, disons, appropriée. Cela dit, je continue de penser que malgré ça, malgré toute la sagesse policière, et j'emploie des guillemets ici, je ne crois pas qu'on en vienne à éviter là, les dérapages potentiels. Et le sondage de ce matin est assez éloquent parce que jusqu'à maintenant, le gouvernement avait 60, 62, 63 d'appui dans la population pour ce qui est de la hausse des droits de scolarité. Et on voulait aussi que le gouvernement agisse, là, qui mette fin. Mais là, l'appui a considérablement baissé. Puis si on s'en tient au sondage Léger Marketing de ce matin, 51 seulement des Québécois appuient encore le gouvernement Charest et 43 en hausse de 9 aussi, appuient maintenant les mouvements étudiants. Donc, il y a un changement dans la mentalité. Qu'est-ce qui déplaît tant aux gens, selon vous? Évidemment, je ne parle pas au nom de tous les Québécois, mais mon impression, c'est que cette loi-là va bien au-delà du conflit actuel. Il y a des injonctions qui ont été accordées, ça va. On doit les faire respecter, ça va. La loi vise en partie à faire respecter les injonctions, mais on va bien au-delà de ça. La question des manifestations, la question de permettre aux policiers de fouiller les comptes Twitter et ainsi de suite, les crimes par omission, nécessairement, ça va au-delà de ce qui était l'objectif initial. Et ça, je crois que la population le saisit. Je crois que les Québécois, du moins je le souhaite, sont de nature pacifique, ça va de soi, mais aussi tiennent à un certain respect de l'État de droit. Et nécessairement, le gouvernement Charest, dans ce cas-ci, est allé avec le coup de massue pour peut-être écraser ce qu'on pourrait appeler la mouche, là. Bien, on a déjà des appels. Alors, on va prendre un premier appel, Maître Bérard. Pierre Lebeau est au téléphone. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. D'où nous appelez-vous, monsieur Lebeau? J'appelle de Montréal, du centre-ville de Montréal. D'accord, on vous écoute. Alors, brièvement, je pense qu'on a perdu un peu le contrôle de la situation parce que ce n'est plus une manifestation étudiante. On a 400 000 étudiants à l'école, on a 150 000 dans la rue. Je pense que c'est devenu plus gros. Attends, il n'y a pas eu 150 000 ces derniers jours, là. Il y a eu le 22 mars, il y avait eu 150 000, mais depuis, il y a eu plus de manifestations de 7, 8, 10 000. Non, mais je parle en grève. Oui, d'accord. Je parle en grève. Oui. Alors, je pense que le phénomène est devenu un peu gros pour les policiers de Montréal. Est-ce qu'il n'est pas question bientôt, parce que nous, on a des commerces au centre-ville, et puis je peux vous dire, le soir, on n'a plus personne dans nos restos, tout le monde va dans la petite Italie, etc., etc. Ouais. Est-ce que vous ne pensez pas que on est devenu dans une situation où il faut penser à faire intervenir l'armée, comme ça se passe dans plusieurs grèves en Europe? Oui. Alors, je pense que c'est devenu pas mal gros, M. Durivage, maintenant. Et vous êtes commerçant, si j'ai bien compris, c'est ça, vous êtes restaurateur? Oui. Les restaurants sur la rue Peel, monsieur, sont absolument vides le soir. Oui. C'est devenu absolument terrible. On attend à ce que les gens, tu sais, il y a toujours les loyers, les taxes des employés. Là, on touche à l'économie, là. C'est plus une grève étudiante. Oui, effectivement. Et puis, si on voit dans la rue, vous venez du centre-ville, des étudiants dans les manifestants, j'en vois pas beaucoup, moi. Bien. Alors,
OK, mais là, je ne suis pas spécialiste de l'armée. Je ne sais pas si vous l'êtes, Maître Bérard. Non, malheureusement pas. Mais je l'ai entendu tout à fait, M. Lebeau, cette suggestion-là ce matin. Je pense que la rumeur court déjà depuis. Merci infiniment de votre appel, M. Lebeau. Merci beaucoup. Ouais, non. En fait, il n'y a aucune chance que l'armée puisse débarquer ici. Et je vous dirais même, à vrai dire, le gouvernement a mis nécessairement de l'huile sur le feu avec cette loi-là. C'est ce qu'on voit actuellement. Oui, il y a des manifestations. Oui, je comprends que ça puisse embêter les commerçants, ça va de soi. Mais cela dit, sur la multitude de manifestations qui a eu lieu depuis et sur la multitude de manifestants étudiants, combien sont véritablement des casseurs? Okay. Avant de prendre l'appel de M. Daniel Richard des 7, juste deux petites questions très courtes. Est-ce que le gouvernement pourrait rappeler le Parlement et dire, écoutez, on va modifier certains aspects de la loi qui sont Absolument. abusés. Il pourrait le faire. Ou alors, est-ce qu'un tribunal pourrait suspendre la loi, ce qu'on appelle le recours en nullité? En fait, nullité. Il pourrait simplement prononcer le caractère ultra-vires, c'est-à-dire l'inconstitutionnalité de la loi. Tout de suite, ça pourrait se faire dans en fait, évidemment, ça prend un certain temps. J'ose croire que ce sera entendu de manière urgente. Et j'ose souhaiter que ça se fera, parce que cette loi-là, comme je l'expliquais, comporte des problèmes fondamentaux à plusieurs niveaux. Est-ce que le gouvernement Charest va rappeler l'Assemblée nationale? Ça, je ne le crois pas du tout. D'une part, il y a une question de calcul politique, de ne pas perdre la face. Et deuxièmement, n'oublions pas que dans cette même loi-là, le gouvernement s'est accordé un droit de modifier certaines lois afférentes sans passer par l'Assemblée nationale, ce qui est nécessairement, encore une fois, inconstitutionnel. Bien. Daniel Richard, des Cèdres, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Je vais faire un petit préambule très rapide à ma question. Là, 100 jours, il y a au-delà de 200 000 personnes qui manifestent dans les rues. Depuis 7 ans, des manifestations tous les jours, tous les soirs. Encore aujourd'hui, super grosse manifestation prévue. Un gouvernement est élu par le peuple, pour le peuple. Comment un gouvernement peut-il être légitime de faire une loi matraque comme ça au lieu d'écouter? Il faudrait une loi pour obliger le gouvernement à écouter le peuple. On dit que, si je me trompe pas socialement, une personne qui manifeste équivaut à 5 ou 10 personnes qui pensent comme lui, qui pourraient être dans la rue avec lui. Quelque chose comme ça. Donc, comment un gouvernement ne peut pas prendre ça en considération et se braquer comme ça? J'arrive pas à comprendre. Est-ce que votre invité pourrait me répondre sur le fait que est-ce qu'un gouvernement peut officiellement se faire s'auto-proclamer une loi? Parce que avec la date limite qu'il met, c'est pour lui pendant le temps qu'il va être en élection. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose pour les avocats pour combattre ça comme argumentaire de dire, écoutez, ça n'a pas de sens. Il met une loi pour s'auto-protéger. Je comprends que quelque part, on veut protéger les biens et services là, des gens pendant une manifestation, mais ça va au-delà de ça. C'est politique, cette loi-là. C'est pas juste de protéger. C'est sûr. Mais il y a sûrement un aspect politique à la loi. Mais il y a aussi le fait que le gouvernement, n'oubliez pas ça, M. Richard, jusqu'au sondage de ce matin, là, une majorité de Québécois appuyaient le gouvernement, appuyait la hausse des droits de scolarité, appuyait aussi, demandait même au gouvernement d'agir fermement et de tenir ferme dans ce dossier-là. Alors, et le gouvernement, n'oublions pas non plus qu'il a été élu. Même s'il n'a pas été élu par une majorité de la population, notre système politique est ainsi fait, puis là, personne, là, on peut bien le remettre en question aujourd'hui, mais jusqu'à maintenant, on ne l'a pas remis en question fondamentalement. Là, notre système électoral, il fait ça. Il fait qu'un gouvernement peut être élu même avec une minorité de la population qui vote pour lui. C'est le nombre de sièges qui compte. Moi, je pense que le gouvernement voulait, que les gens voulaient surtout que le gouvernement négocie. Ils n'étaient pas d'accord, d'accord ou pas, ils voulaient à tout le moins que le gouvernement négocie. Ça, c'est sûr. Ça, je suis d'accord avec vous. Pour ce qui est, par contre, d'empêcher les gens de manifester, tout ça, là, je pense que les gens sont plus d'accord. Ils veulent que le gouvernement négocie sur ce que les étudiants veulent négocier pour éviter tout ce vacarme-là. Maître Bérard a un commentaire? Ah oui? Non? Non? En fait, moi, je suis assez d'accord avec vous dans l'optique où ce gouvernement-là a quand même été élu, peut-être par une minorité, mais tout de même. Est-ce qu'il écoute la population? Ça, c'est très difficile à dire. Les sondages, de toute façon, ne sont pas toujours d'une précision scientifique absolue. Mais pour le reste, je suis d'accord avec vous, M. Richard, dans l'optique où cette loi-là va au-delà de l'objectif initial, qui était celui de permettre le retour en classe et d'assurer le respect des injonctions. Ce avec quoi, je crois, la majorité de Québécois sommes d'accord. On a quelques courriels avant d'aller à la pause. Les prochains qui êtes au téléphone, soyez patients. Et on va lire quelques courriels. Alexis de Lancer, bonjour. Bonjour Simon. Après quoi, on fera une petite pause et on reprendra d'autres appels après. Oui, Alexis, on vous écoute. Parfait. Allons-y avec le premier courriel, Simon, qui nous provient de Simon, justement, Sereda. Et il nous dit, finalement, tant qu'à faire des lois spéciales sur le temps,
Allons-y, justement, selon lui, avec ce qui serait une loi spéciale électorale. La situation nécessite d'urgence une loi spéciale électorale, dit-il, sur laquelle s'entendent autant l'ensemble des partis présents que les associations étudiantes qui ont amplement mérité, dit-il, d'avoir voix au chapitre. Voilà pour le premier courriel. Allons voir le second, diamétralement opposé au premier commentaire. Cette loi, dit Claude Lajoie, est un fouillis adopté à la va comme je te pousse, impossible d'application. C'était plutôt Robert Tailleur. Bon, allons-y avec Claude Lajoie, oui. Adopté à la voix comme je te pousse, une manifestation spontanée de 5000 personnes sans avertissement de parcours, tu fais quoi? C'est la question qu'il se pose. Beaucoup trop large. Cette loi, elle tire sur tout ce qui bouge et affecte l'ensemble de la population. C'est uniquement une tactique politique, selon lui. Et bonne chance pour les négos. Allons-y avec l'autre courriel auquel je faisais référence, qui est une opinion contraire aux deux précédents. Je crois, dit Robert Tailleur, que la loi 78 devenait nécessaire dans le contexte du boycott, dit-il, des cours des étudiants, car en voyant les syndicats, les avocats et M. Amir Kadir qui secondent les étudiants, j'ai cru à un coup d'État contre le gouvernement Charest qui aurait bien sûr conduit à l'anarchie à court terme, selon Robert Tailleur, qui nous écrit de Rouyn-Noranda. Bien. Alors, on va faire une pause. On va réfléchir à tout ça et continuer de prendre des appels. Merci, Alexis. Je vous en prie. On va continuer de prendre vos appels et vos courriels, de lire vos courriels, bien sûr, après la pause. Je suis en compagnie de Maître Frédéric Bérard, constitutionnaliste à l'Université de Montréal. Restez avec nous, à tout de suite.